Imo Week, spécial CIMI 2024. Imo Week au CIMI, première journée, mardi 10 décembre 2024. Notre premier invité, c'est Jacques-Olivier Gourdan, Managing Director de la salle Investment Management. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'être le premier invité de cette session de podcast au CIMI. Alors, Jacques-Olivier Gourdan, avec la salle, vous avez récemment publié l'étude, ISA, Insight Strategy and Analysis. Alors, l'étude ISA Outlook 2025, c'est ça. Quels sont les points saillants de cette étude que vous souhaitez partager avec nous et qui pourraient intéresser justement les investisseurs qui nous écoutent? Je pense que ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que on commence à apercevoir le bout du tunnel. En tout cas, chez la salle, on pense qu'on est rentré dans un nouveau cycle. Alors, pourquoi on est rentré dans un nouveau cycle? Parce que l'inflation est plutôt contenue. Plusieurs marchés, beaucoup de marchés ont déjà fortement corrigé. Et puis, la plupart des banques centrales ont amorcé la baisse des taux. Et donc, ça va se matérialiser par une prime immobilière plus attractive. Et puis, pour les investissements qui font appel à la dette externe, de bénéficier d'effets de levier positifs. Enfin. Alors, même si le contexte géopolitique est préoccupant, c'est le moins qu'on puisse dire, on pense qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités intéressantes à saisir à travers l'Europe. Et pour ce qui est de l'Europe plus spécifiquement, les derniers chiffres MSCI montrent qu'après 7 trimestres de baisse consécutive, le total return est de nouveau positif. Les taux prime se stabilisent, compressent même dans certains marchés européens. Donc on voit qu'on rentre dans ce nouveau cycle-là avec des courbes qui s'inversent, mais surtout, je pense qu'il va y avoir une plus grande variété d'opportunités d'investissement. Et donc il faut être à l'écoute. Et c'est vrai que les stratégies un peu exclusives, beds and sheds, sont peut-être un peu trop simplistes et un peu trop réductrices. Et alors il y aura toujours de belles perspectives pour le logement et la logistique. Là n'est pas la question, mais il y a des choses à regarder, notamment du côté du retail ou du bureau désirable qui affiche des fondamentaux assez solides. Alors bureau désirable, qu'est-ce que ça veut dire dans ce nouveau marché? C'est un bureau bien placé, un bureau vert, flexible et surtout bien pensé. Donc il faut être attentif aux mégatrends et puis être à l'écoute des spécificités de chaque marché pour aller chercher ces opportunités. Donc une tendance plutôt positive en cette fin d'année. Ceci dit, l'étude que vous avez menée indique que les loyers commerciaux ont augmenté de 2,7% depuis janvier dernier. Comment est-ce que cela influence vos stratégies d'investissement et vos anticipations justement pour 2025 qui arrive? Alors, ça montre que les loyers ont progressé plus vite que l'inflation. Ouais. Donc ça montre aussi que l'immobilier en tant que produit financier est une valeur sûre et reste attractive. Donc ça, c'est plutôt rassurant pour l'ensemble de l'industrie. Mais comment ça se traduit pour la salle? On va s'intéresser et se concentrer sur les marchés et les classes d'actifs les plus porteurs. Alors vous évoquez aussi une démarche plus partenariale dans les projets immobiliers. Quel changement concret la salle prévoit-elle d'apporter dans sa manière de collaborer avec d'autres intervenants justement? L'immobilier est devenu très complexe, ce qui nécessite d'être plus agile et de redoubler d'efforts pour gagner en efficacité. Et ça passe par une démarche davantage axée vers le partenariat. Bon, chez la salle, on peut s'appuyer sur notre connaissance approfondie du marché et puis on est aussi bien intégré dans les différents écosystèmes. Ça fait quand même depuis plus de 30 ans que la salle opère à Paris et on peut s'appuyer sur une équipe pluridisciplinaire de 50 personnes justement capable de s'adapter à ces nouveaux besoins, de réagir sur ces mouvements de marché et adapter son offre et surtout s'adapter aux mutations profondes, aux nouveaux paradigmes, on appelle ça comme on veut, et justement ces nouveaux paradigmes transforment totalement notre manière de concevoir, de gérer et de consommer les espaces. Et en un, il y a la durabilité. Oui. Ça, tout le monde a pu constater. C'est plus une option, ça devient une nécessité. Que ce soit les investisseurs, les locataires ou même les régulateurs, tout le monde exige des bâtiments plus vertueux et surtout plus respectueux de l'environnement. Et puis le décret tertiaire en France nous pousse à prendre des décisions stratégiques à horizon 2030, 2040, 2050. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et si on regarde du côté de la dynamique locative, si on regarde Paris,
et plus spécifiquement les 100 plus gros consommateurs d'espace, bien 80% ont pris des engagements assez forts en matière de décarbonation et de baisse des consommations d'énergie. Et ça va avoir une incidence directe sur les nouvelles prises à bail et les renouvellements. Donc il faut adapter son offre, il faut être capable de produire ces mètres carrés qui correspondent à une demande croissante. Et par exemple, nous sur Bergère, donc qui est l'ancien siège de BNP Paribas Asset Management qu'on restructure en plein cœur du 9e arrondissement, grâce à des partenaires comme Bouygues ou des partenaires spécialistes dans le réemploi, on a réussi à réduire de 20% les émissions carbone par rapport à une restructuration classique, et on a aussi réussi à réduire de 50% les émissions carbone en phase exploitation. Donc c'est quand même assez conséquent, et grâce à nos partenaires spécialistes dans le réemploi, ce sont 85% des éléments curés qui sont recyclés ou réutilisés. Donc il y a la durabilité, il y a la technologie, mais on y reviendra peut-être après. Et puis il y a aussi le bien-être des salariés qui nous pousse à travailler un peu différemment. Donc heureusement, qui est une question centrale, des salariés qui ont besoin de bâtiments plus flexibles, plus adaptés à ces nouveaux besoins. Donc on a une attention particulière aussi à la qualité de l'eau, de l'air, aux espaces verts, à la lumière naturelle. Mais je pense qu'il faut qu'on aille un peu plus loin dans l'adaptation de ces espaces et qu'on soit capable justement d'adapter notre offre. Sur le bureau, on s'est beaucoup inspiré par exemple des codes de l'hôtellerie, et là il faut aller un petit peu plus loin aussi là-dessus, et je pense que l'immobilier tertiaire exige aujourd'hui qu'on repense un peu notre manière de commercialiser les espaces, notre manière d'opérer aussi ces services-là, et les bailleurs deviennent de plus en plus des opérateurs immobiliers, et les investisseurs institutionnels sont de plus en plus enclins à accepter des loyers variables ou des contrats de management. Donc ça pose bien évidemment beaucoup de questions sur la valorisation des actifs, mais ça fait partie des évolutions et des choses qu'il faut regarder pour justement aller chercher ces leviers de création de valeur. Alors justement, dans la façon de revoir les modèles, dans les recommandations stratégiques que vous identifiez dans le rapport, la diversification notamment au-delà des segments traditionnels du marché immobilier, quelle est votre évaluation de ces recommandations ? Alors, la diversification, c'est un concept de base en finance. Donc, nos fonds sont diversifiés et continueront à l'être, que ce soit sur du bureau, du commerce, de la logistique ou du résidentiel. Après, c'est sûr que le bureau connaît un certain désamour en ce moment de la part des investisseurs institutionnels, donc il faut s'attendre à ce que nos fonds de managers se concentrent davantage sur les autres classes d'actifs dans un premier temps, mais tout en s'assurant qu'il y a une profondeur de marché intéressante évidemment. Vous avez évoqué au début de cet entretien les taux qui se sont stabilisés après avoir bien monté au début de l'année et l'année dernière. Comment la salle adapte sa stratégie pour naviguer au mieux dans cet environnement macroéconomique qui est vraiment difficile, et vous le disiez aussi ? En s'adaptant et en allant chercher les leviers de création de valeur qui nous permettent de compenser au moins en partie les érosions qu'on observe sur les cash flows. Et puis effectivement, comme je l'ai dit en préambule, les banques centrales ont amorcé la baisse des taux, donc ça c'est une bonne chose pour tout le monde, et ça va donner surtout plus d'oxygène à ces investissements qui font appel à la dette externe. Est-ce que vous avez quelques exemples de programmes en cours ? Alors vous avez évoqué l'îlot Bergère il y a quelques minutes. Il y en a d'autres des produits qui vont peut-être sortir là bientôt en 2025 ? Alors oui, c'est vrai que sur Bergère, nous on a lancé les travaux cette année, donc notre équipe a été très active aujourd'hui en asset management, et avec Bergère on ambitionne de révolutionner l'expérience utilisateur et de créer un des immeubles les plus vertueux du centre de Paris. Mais à Paris, on a également recommercialisé intégralement le 69 boulevard Haussmann auprès de Flexo. Donc ça nous a permis de redynamiser cet ensemble qui fait quasiment 7000 mètres carrés grâce à des espaces flexibles et éco-responsables. Et puis à Toulouse, on a livré l'opération Quai Saint-Pierre, qui est une résidence senior de 89 appartements en plein centre-ville. Donc là, il s'agit d'une conversion, parce que c'était des corps de bâtiments qui étaient occupés par EDF et qui s'étaient retrouvés en état de friche. Et grâce à notre partenariat avec Alterea, on a réussi à donner un nouveau souffle à cette friche urbaine en proposant justement des usages pertinents dans un contexte de raréfaction
torréfaction du foncier. Donc on est très très fiers de cette livraison. À l'heure actuelle, Jacques-Olivier Gourdon, quel type d'actifs immobiliers voit le plus d'opportunités sur le marché européen? Alors si on sort un petit peu du bureau, notre équipe recherche a identifié plusieurs segments plutôt porteurs. Je pense notamment au retail et plus spécifiquement aux outlets au Royaume-Uni et en Europe du Nord. Le retail park aussi en Espagne et en France. Et aux Pays-Bas, les centres de proximité. Si je regarde le résidentiel, les besoins ils sont partout, pour tous les âges. Mais il y a une thématique qui nous intéresse davantage, ce sont les résidences étudiantes, parce qu'on pense que l'offre est très en deçà de ce qu'elle pourrait être, notamment en Allemagne et en Espagne. Et puis en logistique, les fondamentaux sont toujours aussi solides, mais nous on a mis en place un outil qui s'appelle Path of Distribution, qui permet d'avoir une approche territoriale très granulaire, et donc ça nous permet d'identifier les localisations les plus attractives en Europe. Donc en gros, on a découpé l'Europe en 158 000 hexagones, et on s'est placé du point de vue de l'utilisateur pour identifier les localisations où, grosso modo, on arrive à atteindre un maximum de consommateurs au moindre coût. Donc forcément, nous, comment ça se traduit dans nos stratégies, c'est qu'on va se concentrer sur les hexagones les mieux notés, notamment en France, aux Pays-Bas et en Allemagne, qui sont les marchés les plus centraux. Alors vous avez évoqué tout à l'heure aussi la technologie. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui dans le milieu de l'immobilier. Comment la salle prévoit-elle d'exploiter l'IA, l'intelligence artificielle et les données pour maximiser la valeur de ses actifs? En intégrant ces outils le plus tôt possible, que ce soit les bâtiments intelligents, l'Internet des objets ou l'analyse des données, toutes ces technologies-là transforment l'expérience immobilière. Et il y a des énormes leviers de création de valeur à aller chercher, à la fois dans nos process, mais aussi sur les immeubles, le design des bâtiments et la manière dont on adresse l'offre à nos utilisateurs. Et grâce à l'IA ou certaines technologies, on arrive à mieux piloter la consommation énergétique, nos objectifs de décarbonation, et on arrive finalement à rendre l'environnement plus positif pour les locataires. Si je prends un cas très concret, le 240 Blackfriars, qui est un actif qu'on gère dans le quartier de South Bank à Londres, ouais. On utilise la technologie Henk qui s'appuie sur l'IA et qui nous permet justement de nous épauler sur le pilotage des équipements de CVC. Et donc grosso modo, grâce à l'IA et à des modèles énergétiques, on arrive avec des micro-ajustements en temps réel et en continu à réduire les coûts, réduire la consommation énergétique, et on voit des gains très concrets. Et à chaque fois qu'on met en place ce type de solution sur notre parc, on observe des optimisations assez remarquables. Alors on parle beaucoup de l'IA, effectivement, on parle aussi beaucoup de travail hybride depuis quelques années, des espaces qui sont adaptés à ce travail hybride et que vous évoquez dans le rapport. Comment vous vous positionnez justement face à cette demande croissante des espaces adaptés à un travail hybride? En proposant des espaces hybrides à nos locataires, justement. Oui. Les locataires ont besoin de plus de flexibilité, ils ont besoin d'hybridation. On parle de plus en plus aussi de mixité fonctionnelle à l'échelle des quartiers. Et là, on voit l'émergence de concepts hybrides qui cassent un peu les codes. Comme je disais, on s'est beaucoup inspiré de l'hôtellerie, mais il faut aller plus loin dans l'offre qu'on peut proposer. Et puis surtout aider les entreprises à regagner en productivité et en créativité. Donc ça passe par une approche axée sur le partenariat. On travaille main dans la main, payeur et preneur, mais aussi en phase construction. Il faut travailler en étroite collaboration avec les promoteurs et avec les constructeurs pour justement réfléchir à ces besoins futurs. Et puis l'immobilier, c'est le temps long. Oui. Quand on imagine un bâtiment aujourd'hui, il sort de terre que dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Donc en fait, on se doit d'anticiper ces nouveaux besoins, et ça, on n'y arrivera que si on travaille tous ensemble dans une logique de partenariat. J'ai une dernière question, Jacques-Olivier Gourdon. Sur vos objectifs, bien évidemment, on est en fin d'année, vos objectifs pour la salle d'ici 2025 en France, chez nous, et comment est-ce que vous comptez y parvenir? Il faut être à l'écoute des marchés. Ouais.
On reste dans un contexte de crise malgré tout, donc il faut rester vigilant et puis faire preuve d'agilité. Jusqu'à présent, la salle a fait les bons choix stratégiques. Donc en 2025, on va continuer à sélectionner les meilleures opportunités. Et puis, on va continuer à exécuter notre feuille de route, notamment sur les thèmes de la décarbonation, de la baisse des consommations d'énergie. Surtout qu'on a finalisé la phase d'audit. Donc maintenant, on peut se concentrer totalement sur la mise en place de ces plans d'action. Merci beaucoup, Jacques-Olivier Gourdon. Je rappelle que vous êtes Managing Director chez LaSalle Investment Management. Merci d'avoir ouvert le bal des podcasts Imo Week aujourd'hui sur le CIMI. Merci pour cette invitation. Imo Week, spécial CIMI 2024.